de Contador à la Bahamontes, on le sait. Le vainqueur de Paris-Nice, c'est un vrai grimpeur. C'est sans doute le plus beau grimpeur du Tour de France. Nous sommes assis la dernière fois sur une dernière vidéo qui parlait de 10 coureurs qui pouvaient impressionner ou même surprendre Tadej Pogačar et Remco Evenepoel sur les Ardennaises. Finalement, elle a servi à rien. Tadej Pogačar a remporté l'Amstel et la Flèche. Il était peut-être sur le point de remporter Liège-Bastogne, il a chuté et donc forcément ça a profité à Remco Evenepoel. Je suis avec Piche. Piche, comment vas-tu et comment as-tu vécu cette semaine d'Ardennaises? Salut Colby, ça va la forme? Ça va, écoute, hein, ensoleillé en mois d'avril, c'est assez rare, mais Et oui, comme tu l'as dit, on a eu notre triptyque ardennaise et on aurait pu assister au triplé de Tadej, mais bon, voilà, une chute, une blessure à la main lui en a empêché de réaliser ce triplé. On aurait pu aussi notamment avoir un très beau duel avec Remco Evenepoel. Et finalement, on a assisté au Remco Show, la spéciale de Remco, dans le même style que Poga. Ça aurait pu être concrètement la même stratégie pour Pogacar. Et finalement, non. Voilà, Remco a fait du Remco à domicile et 2 sur 2 pour lui sur Liège-Bastogne. se dégage de cette liste de tous les coureurs qui n'ont qu'un monument, dont Van Junior Lafilippe. Voilà, Remco qui devient petit à petit aussi une légende dans le cyclisme, À 2 monuments à 23 ans, en effet, comme tu le dis, c'est pas rien, hein. sachant qu'en activité, à plus que lui, il n'y a que Van Der Poel, Pogačar, 4 gros noms qui sont en train de nous proposer un cyclisme qui peut être impressionnant, qui peut aussi paraître ennuyeux. Ça va être le premier sujet de cette vidéo. Est-ce que les Ardennaises vous ont plu ou est-ce que les Ardennaises vous ont ennuyé? Et en vrai, ouais, comme toi, j'ai pu lire qu'apparemment les Ardennaises ont été plutôt ennuyeuses. Mais j'ai l'impression qu'au final, la meilleure course a failli, ouais, est pour moi peut-être bien au final l'Amstel. L'Amstel, on a une course décousue avec une cassure qui s'est produite à 70 bornes, je crois, de l'arrivée, 75 ou peut-être bien plus. Et à partir de là, on a du spectacle. C'est vrai que l'Amstel d'habitude, c'est pas forcément une course où ça arrive un par un ou par petits groupes de 3 ou 4. On se rappelle, mis à part la victoire de Van Aert il y a 2 ans, il me semble. Derrière, c'est un groupe de 30 ou 40 mecs. Donc on n'est pas habitué, on va dire, à des gros scénarios sur l'Amstel. Et là, pour le coup, non, quand on regarde le classement, ça arrive petit groupe par petit groupe, une course d'usure, tout simplement parce que voilà, Pogacar était là et était aussi le plus fort. C'est ça. Et il était le plus fort, mais en même temps, j'ai aussi envie de te dire, il avait pas l'air si fort que ça par rapport à toutes les autres épopées qu'il nous a sorties. Et tactiquement, je trouvais que sur cet Amstel, il y avait des choses qui allaient pas, en fait, dans le sens où Pogacar a fait sa course comme UAE le fait toujours. Ça, ils ont fait leur tactique, ils ont appliqué leur consigne et tout. Mais déjà avoir le classement à la fin, tu sens que c'est des mecs, ils étaient dans un coup de contre parce qu'ils savaient qu'il allait avoir un coup qui allait partir, mais au final, ils se retrouvaient avec Pogacar, et là, du coup, c'était, on roule, on ne roule pas, on se laisse porter pour une deuxième place, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a certaines équipes qui ont peut-être manqué le coup. Quand on voit le groupe là entre la 6e et la 15e place, c'est des mecs qui, je pense, s'ils partent avec Pogacar dès le début, ils peuvent essayer de tenir un peu plus et pourquoi pas essayer de le penser sur le sprint à la fin. Que tactiquement, je sais pas, il y a eu peut-être des coups à mieux jouer. C'est peut-être la course où Tadej semblait le plus faible, parce qu'après il y a eu la flèche où ça va être une course, il n'y a rien se passer, mais la seule interrogation c'était est-ce que Pogacar va attaquer avant le final de lui ou pas? Et le fait est qu'il n'a pas fait, c'est juste positionné et a fait son ascension de oui. Bah, c'est vrai que pour le coup, on a plus vu le travail sur la flèche wallonne, parce que notamment le coup était pas parti à 70 bornes, contrairement à l'Amstel. Mais là, pour le coup, on a vraiment vu son équipe cadenassée. Voilà, on a bien vu des coureurs tenter de loin. Et non, derrière, ça s'est vite cadenassé. Ça roulait directement pour que ça arrive groupé au sommet. Et puis voilà, après, derrière, c'est roue libre pour Tadej. Bon, voilà, il a besoin de personne dans l'ascension. Il savait ce qu'il avait à faire. Il sait qu'il est le plus vif sur 150 mètres. Et voilà, c'est du coup humain. Après, c'est vrai ouais, qu'on pouvait se demander s'il allait attaquer de loin. Bah, je pense que comme tu l'as dit, on n'a pas eu non plus un immense Tadej Pogacar comme il a pu le faire sur d'autres courses. Il lui manquait peut-être un peu de fraîcheur physique, ou alors peut-être qu'il voulait se préserver pour Liège justement le dimanche. Parce que voilà, c'est quand même trois grosses courses à enchaîner en si peu de temps. Voilà, l'Amstel c'est 250 bornes.
La Flèche, pareil, c'est une course qui est très nerveuse, et derrière, tu refais Liège, 250 bornes. Ouais, c'est trois courses, trois grosses courses, beaucoup de nervosité. Peut-être qu'il voulait justement tout donner pour Liège et la dernière course de son premier gros bloc. Mais au final, voilà, une chute lui en empêche. Et au final, sur la flèche, ils se sont emmenés parfaitement. Limite que personne n'a tenté de déranger UE dans son travail. C'est-à-dire qu'au pied, ben, la Trek essaie un peu de positionner Si, Skelmos, Bardet a qui quand même finit deuxième. tenté d'anticiper de loin. Bon, il était bloqué. Mais c'est Ouais. dommage pour le coup. C'est vrai que ça aurait été intéressant, bah, déjà rien que voir sa réaction, parce que ouais, Pogacar c'est le numéro un. Tout le monde veut être dans sa roue, et une fois que on l'attend en fait, on l'attend passer à l'action. Et une fois que ça se passe, bah tu te rends compte que tu peux rien faire à chaque fois. Donc c'est vrai que Ça. pour le coup, ça aurait été l'une des premières fois où il se fait attaquer. Et ça aurait été bien, hein, qu'on puisse voir justement Bardet profiter de ce. Après, c'était quand même un peu abusé, hein. Ça aurait été un peu dur, je pense, dans les derniers mètres pour Bardet. Déjà, on l'a vu piocher lorsqu'il attaque justement à 250 mètres. On l'a vu un peu piocher sur la fin. Alors, avec son attaque à 500 mètres, ça aurait été plus que compliqué, mais au moins, il a tenté. Surtout que, allez, Valverde avait souvent dit à l'époque qu'il fallait souvent mettre deux attaques dans la flèche. Il y avait une première attaque explosive, celle qu'on avait de Bardet, puis après il y a toujours ce petit coup de plus pour sprinter à la fin en fait. Et là, littéralement, c'est ce que Bardet nous a proposé. Donc ouais, c'est vrai que c'est le bloc qui est assez dommage dans le sens où c'est peut-être ce qu'il allait pouvoir nous proposer et pourquoi pas. Et en fait, il prenait le podium là-dessus. Et à la fin, ben là, du coup, il se retrouve 9e pour deux efforts qu'il a fait alors qu'il aurait pu en faire qu'un seul. C'est ça. Mais il faut aussi dire que la UAE donc, a très bien emmené. Et quand t'as un coureur comme Marc Hirschi qui se retrouve en équipier de luxe pour placer Pogacar, bon, Marc Hirschi qui est peut-être en train de craquer mentalement aussi parce que il a appris qu'il serait pas sur le Tour de France. Et mine de rien, ça fait 3 ans qu'il peut pas se défendre sur les Ardennaises. Alors que avant Pogacar, le dernier, enfin, Hirschi avait déjà gagné une Flèche Wallonne. Ah, Que après, il a eu son opportunité bah, le dimanche. oui, Il a profité, mine de rien, que Pogacar se blesse. On va pas dire non plus profiter, mais on va dire qu'il a pu avoir son heure de gloire. Et au final, bah non, il fait 10e. Donc, je sais pas pourquoi il est pas content. Mais c'est pour l'instant qu'un équipier. Et je sais pas ce qu'il veut prétendre en allant sur le Tour de France. Mais voilà, il fait que déjà que 10e. Quand on voit la tête du top 10, hein, je veux pas être méchant, mais il y a eu meilleur top 10, hein. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Colby. c'est vrai il y a déjà eu meilleur top 10. C'est beaucoup de nouveaux noms. Certes, des noms qu'on commence à découvrir et on sait que ce sont des bons punchers. Car c'est vrai que le rôle de puncher aussi disparaît un peu avec le temps, mais là, certains, on voit que c'est des purs punchers et que ça monte petit à petit. Mais c'est vrai que les top 10 même sur les trois courses, hein, c'est du nouveau, les coureurs. Et ça va être un peu le deuxième sujet. Est-ce que ces Ardennaises étaient au rabais ou est-ce qu'au final, euh, on n'est juste pas habitué à voir tous ces noms performer? C'est une question pas facile parce que quand même au final t'as quand même une grosse sélection qui a été faite, hein. On va pas dire c'est un top 10 parce que il y a eu beaucoup de d'abandons, beaucoup de malades, beaucoup de blessés. Non, c'est quand même là on a bien vu à Liège dimanche, il y a eu quand même un énorme travail de la Soudal Quickstep, Ilan Van Wilder qui a fait un taf monumental, même toute l'équipe au final, toute l'équipe Soudal Quickstep a fait un gros travail. Et derrière, à la côte de la Redoute, il reste 30 bornes et voilà, t'as plus que à peine 20 mecs. C'est quand même aussi les 20 meilleurs. Donc oui, c'est peut-être pas le meilleur top 10, mais c'est quand même des mecs qui méritent, quoi, qu'on fait aussi des résultats. C'est pas des randoms non plus. Après, on peut voir quand même le podium de Buitrago. C'est vrai que les bookmakers, je pense pas qu'ils l'avaient vu venir celle-là. C'est euh, Vraiment pas. c'est un peu inespéré ou après je sais même pas trop quelle grosse course il avait fait juste avant, ou même comment il s'est préparé. On a bien vu qu'il était là autour des Alpes, mais Et pas bon en plus. ouais, voilà, c'est ça, c'est pas non plus très très fort. Il fait un Tirreno 36e, place anecdotique, il doit être équipier. À Ruta del Sol, il fait podium. Et pareil au Sodi Tour, mais bon, ça c'était en février. Donc il n'y avait pas de préparation non plus exceptionnelle pour cette course. Et il tape son podium. Alors que des mecs comme, on va reprendre le cas de Romain Bardet, un mec comme Romain Bardet, lui, ça fait 10 ans qu'il espère faire un podium, ça fait 10 ans qu'il fait pas de podium. Là, il fait même pas top 10. Donc ouais, c'était vraiment un... Mais c'est vrai que du coup, comme tu l'as dit, des coureurs comme Vitrago, il y a quand même la partie surprise des coureurs qu'on n'attendait pas. Ça, c'est clair. Par exemple, un Benili qui fait 2 et 4.
s'y attendait pas spécialement, surtout quand on sait que Nelson Poles, le leader annoncé pour la IF. Mais après, quand on cherche un peu plus loin, quand on voit les coureurs qu'il y a, on se dit que c'est quand même des coureurs qui ont performé sur toute la saison et c'est des coureurs dont on parle aussi un peu depuis le début de cette émission. Par exemple, on reprend Mathias Kenbos, qui fait deuxième de la flèche et qui finit si le sommet de si Liège-Bastogne l'arrivée se trouve à la Redoute, il est sur le podium encore à nouveau. Tu te dis bon bah c'est un coureur dont on a déjà parlé. Thomas Pidcock, c'est pareil, on en a déjà parlé, son épopée sur l'Estradé. Et tous les noms qui arrivent, enfin, du Maxime Valgui, c'est les coureurs qui ont déjà performé aussi cette saison, du Warren Barguil, on sait que c'est un habitué de ses positions, de ses places d'honneur. Ciccone, on en a parlé aussi beaucoup. Il y a quand même une liste de coureurs dont on parle souvent, et peut-être qu'on ne les jugeait pas assez haut dans la hiérarchie, en fait. Mais Moi, c'est le point de vue que j'ai, en tout cas. pour moi, il y a aussi un énorme facteur à Liège, là, c'est qu'au final, quand on regarde le classement, c'est que de la 5e à la 16e place, c'était plus un coup tactique. T'étais peut-être pas le plus fort dans la redoute, comme l'a dit Madou à son interview, il a dit j'ai préféré lisser mon effort dans la redoute pour au final pouvoir réaliser un meilleur final. Et voilà, il est sorti en contre avec Guillaume Martin, c'est l'attaque qui a suffi, hein. Ouais, après, pour le coup, tu joues pas pour gagner, hein. Ça, contrairement à Remco. D'ailleurs, on en parle ou pas de Remco c'était quand même encore un monstre. Ah oui. Surtout que, il l'a encore dit, hein, que là, quand il a attaqué au sommet de la Redoute, il a encore glissé de la roue arrière, que Trop de peu puissance. importe le plateau qu'il utilise, il y a toujours un problème avec son attaque. Mais, ceci dit, j'étais content de voir qu'un Peacock tente de le suivre, parce que fallait pas non plus le laisser faire sa course et puis il attaque et il part et on se regarde. C'est ça, on a déjà eu l'année passée, on sait qu'il faut pas le faire en fait avec Remco. Donc je suis content que Peacock ait tenté, mais là aussi je suis aussi très content, c'est que Remco Evenepoel, avec son beau cuissard blanc, hein, ça aussi il faut en parler, c'était une masterclass de faire le cuissard blanc. Mais en plus de ça, Remco il a su remettre une deuxième attaque juste après quand Peacock a dit ben je te relais pas. Et Hmm. c'est là que tu te dis qu'en fait Remco on l'année passée, on savait pas trop, il était encore un peu ce gabarit de rouleur, puncher, tout ça. Et là, là pour le coup, je sais pas, du coup, si comme je te dis, c'est le cuissard blanc qui me fait penser ça, parce que ça affine un peu plus les. Ah, mais il est très Non, affûté, hein. Moi, je l'ai trouvé il est vachement affûté. très, très, très affûté, hein. Waouh, C'est un grimpeur là. Hein. Ouais. C'est vrai qu'à une époque, il est peut-être un peu. Il paraissait peut-être plus un peu grassouillet, où il avait des grosses cuisses et un tout petit buste. Là, voilà, là, il est taillé en V, il est sec comme pas possible. Ouais, c'est vrai que Alors, dans le ok. cuissard On est blanc, en d'accord plus. là-dessus. Là, moi, je suis. Après, il faut pas non plus faire une Dumoulin sur le Giro. Cuissard blanc, faudra se méfier, hein. Faut faire attention. Déjà eu l'expérience du Moulin de Giro. Ouf, là, le Giro qui va arriver pour Remco. J'espère pas le cuissard blanc parce que voilà, on se rappelle, voilà, il peut y avoir des accidents. C'est clair. Mais Les très beaux surtout que le cuissards. Giro, voilà, il faut. C'est l'Italie, c'est le retour en Italie aussi, hein, donc je pense même qu'il y a les routes du Lombardia qui sont utilisées sur cette année sur le parcours. Je n'ai plus en tête. Mais voilà, Remco, faut pas oublier que en Italie, c'est un de ses derniers passages, c'était la lourde chute en 2020. Ouais, 2020, Lombardie. Ouais, Voilà. Donc voilà, enfin, on se méfie, mais Remco en tout cas, elle est vraiment très 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 sharp quoi. C'est ouais, c'était. là pour le coup, j'ai plus l'impression de voir le Remco baroudeur qui part et qui prend 3 minutes d'avance. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui a plus ou moins surpris. Il a pas pris 3 minutes sur son attaque. Hein. Et même dans la plaine, il roulait pas comme un gazier comme l'année passée il a pu le faire. Cette année, il était plus dans la gestion dans la plaine et refaire des gros efforts dans les bosses. La Roche au Faucon, il l'a monté 3 secondes plus lentement que Benili et Buitrago. Donc ceux qui ont attaqué derrière. Tu sentais que dans la plaine, il gérait son effort, il gardait l'écart. Dans les bosses, il allait à une puissance, quoi. C'est Ouais, waouh. bah, il est très impressionnant, hein. J'aurais bien aimé quand même le voir, je pense, sur une course comme la Flèche. Je sais même pas s'il l'a fait déjà ou pas dans le passé. Mais au final, ça aurait été quand même très intéressant de le voir vraiment se confronter avec Poga, pas sur une course où ils attaquent comme des bûcherons à 70 km de l'arrivée, mais plus vraiment comme une course de côte. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu se faire un peu bouffer le cul par Roglic au Tour de Catalogne, un peu quand même, sur des efforts un peu courts en termes d'explosivité. Mais sur une flèche, ouais, ça aurait pu être intéressant quand même de voir ce type de confrontation.
Ça. Mais de toute façon, je pense que l'année où il ira sur le Tour de France et qu'il fera pas une prépa de Giro, je pense que c'est l'année où il fera les trois Ardennaises et où ce sera le gros concurrent de Pogacar pour le triplé. Parce que là, du coup, on dit que Pogacar a manqué son triplé ardennais. Faut aussi se dire, bah, du coup, à côté, il n'y avait pas Remco sur les deux courses qui gagne. C'est ça. Donc, c'est peut-être même l'année où il fallait gagner les trois Ardennaises pour Pogacar. Parce que là, du coup, ça va être très serré entre les deux. Ça va se jouer de manière très, très serrée. Les médias en parlent beaucoup de cette rivalité, alors qu'en final, on n'a pas encore eu depuis 2 ans, parce que là, même Pogacar a chuté. Mais ouais, c'est l'avenir du cyclisme, quoi. C'est l'un à 23 ans, l'autre à 24 ans, et alors s'y préparer pour au moins 5-6 ans, quoi, minimum. Au moins ça, ouais. Bon, pour conclure, Colby, tu me donnes juste allez, le coureur que t'as aimé suivre sur ces 3 courses et le coureur où t'as été déçu, tout simplement. Euh, Crois que j'ai bien aimé suivre. Bah, il y en a eu beaucoup, hein, parce que comme on l'a dit, hein, que des nouveaux noms, et c'est des découvertes de jour en jour. Mais je parlais de Maxime Van Gils, qui a été très solide sur les trois Ardennaises, et qui toujours bien jouer le coup, de se mettre toujours, regarder un peu les autres, de jouer de ses capacités, que ce soit pardon, en boss ou même sprinter à l'arrivée. Et à la fin, bah, il récupère 3 top 10 sur les 3 courses. Ah non, il fait 11e de Liège. Il fait 7e de l'Amstel, 8e de Flèche et 11e de Liège. Il a que 23 ans et son seul fait d'armes était le Saudi Tour l'année passée. Là, il commence un peu à prendre de l'expérience et dans une loto qui est de plus en plus jeune et où il faut aussi reconstruire une équipe en montagne à la loto, ben, il apparaît comme un coureur qui va être très très important pour la suite. Et toi? Ah, moi j'ai bien apprécié le petit duo de la Trek, Skelmos et Giulio Ciccione. C'est vrai que la Trek, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu vraiment bah, mis à part Bokemolema, sur les classiques qui marchaient bien. C'est vrai que pour le coup, c'était une belle surprise. Ciccione, j'ai pas le souvenir qu'il ait déjà fait bah, une belle flèche wallonne et derrière un beau liège. C'est vrai que pour le coup, c'était dans le coup, quoi. C'était pas. Oui, certes, Giulio il fait 13e de Liège, mais au final, à la pédale, c'était quand même l'un des plus forts avec Skelmos. Donc j'ai bien aimé le petit duo. Sache que la montée de la Flèche Wallonne, il l'a fait sur le vélo de Monema. En gros, ils avaient eu un problème mécanique en Chirave. Et du coup, Skelmos a pris le vélo de Monema. Et Monema, je sais pas s'il a pris le vélo de quelqu'un d'autre ou s'il a attendu un vélo ou quoi, mais du coup, Monema a placé Skelmos au sommet, au pied du mur de. Et du coup, ça me fait aussi penser à est-ce que Skelmos aurait pu être le concurrent de Pogacar de cette Flèche Wallonne, mine de rien. Parce que il y a eu des efforts à faire pour dans le dernier kilomètre, tout ça. Est-ce que finalement il aurait pu essayer d'un peu plus titiller Pogacar? Ouais, ouais, j'ai un peu de mal à y croire. Oui, il a forcément fait un effort pour se replacer. Après, ouais, Mollema, je pense que Eskelmo, c'est un peu le même gabarit aussi. Il doit pas non plus avoir énormément de différence de cote sur le vélo. Ça change pas non plus grand-chose. Et puis au bout d'un moment, tu es en danseuse, donc que tu fasses 150 mètres avec... Si c'est la même taille de cadre, je pense pas que tu sois emmerdé, hein. Même le choix de développement, c'est pareil. Je pense pas que ce soit impactant. À la rigueur, ça aurait été plus sur une position aéro ou au niveau de la tige de selle qui aurait été plus un peu gênante. Mais là, quand tu te mets en danseuse, je pense pas que ça aurait été impactant. Très bien. Vraiment, je pense plus ou moins pareil, mais c'était voilà la question pour essayer de relancer le truc ou voir, on sait jamais si Sikis peut nous apporter des pistes quoi. Et ta Donc voilà. déception, pour finir? Ah oui, c'est vrai. En déception, euh, allez, bah, en fait, ça va être plus d'une manière générale, ça va être les maladies, les allergies que tous les coureurs ont subi. Il y a eu David Gaudu, il y a eu Henrik Mas, Higuita a eu froid sur toute la campagne d'Ardennaise Ouais, aussi, Cosnefroy aussi était malade, je crois. cause de froid, et il y a beaucoup de cyclistes qui ont été touchés par cela. Et forcément, du coup, c'est aussi pour ça qu'on arrive à une vidéo où on dit, ben, il y a beaucoup de surprises dans le top 10 de ces courses et Pogacar et Remco ont eu des victoires entre guillemets faciles. Moi, c'est plus ça les déceptions parce que on voyait un coureur performer le dimanche, le mercredi, il était pas là. Et puis, soit il était à nouveau là le dimanche, soit il était pas là. C'est Enfin, ça. c'était bizarre. Et de ton côté? Et bien, je vais pas être très original parce que je comptais dire la même chose. C'est vrai que c'est le côté un petit peu négatif, quoi. C'est comme ça. Encore, de toute façon, on revient
de 2 ou 3 années Covid, donc pour le coup, ça va être forcément de mieux en mieux de chaque année parce que tu peux être malade, tu peux ne pas être malade et être positif au Covid, donc maintenant tu te fais sortir comme ça de la course. Bon, c'est un peu moins impactant depuis cette année, quoi, on va dire, mais c'est un peu quand même dérangeant. Quoi. C'est pas ce qui est le plus agréable de voir des coureurs se faire, de pas disputer la course à cause d'avoir des effets secondaires ou autre chose, quoi. C'est vraiment, c'est dommage, quoi. Mais bon, c'est moins pire qu'à une époque, donc tant mieux. Mais ouais, c'est vrai que les allergies cette année, on a bien senti les coureurs se plaindre un peu d'être pris carrément au niveau des bronches, quoi. Donc petite déception quand même pour ça. Très bien. C'est la fin de la vidéo. Ouais. Prochain rendez-vous, Piche, semaine prochaine. Oui, en effet, on se retrouve la semaine prochaine pour la preview du Giro et on a une petite surprise pour vous d'ailleurs. Colby, tu peux en dire 2, 3 mots? On a un invité spécial, tout simplement, qui sera présent pour parler un peu du Giro avec nous. Donc, soyez connectés. Savoir c'est qui la plupart. Hein. Soyez quand même connectés. Et comme d'hab, les réseaux sociaux, donc le Discord, le Twitter qu'on a ouvert récemment. N'hésitez pas aussi à liker, abonnez-vous et Mettez des petits tout ce qui commentaires, suit. voilà, si vous avez des petits conseils ou même des petites suggestions ou même justement des réactions toutes simples par rapport à la vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut!